Merci Maxime pour l'introduction. Alors, voilà. Donc on va vous parler résilience des ensembles bâtis, végétation, microclimat et thermique du bâtiment. Donc plein de sujets en même temps dans cette présentation, parce que c'est une présentation à plusieurs voix. C'est des travaux qu'on a réalisés ensemble entre l'École des Mines et AgroParisTech. Voilà, et donc nous serons trois à vous présenter ces travaux. Alors avec d'abord un objectif, l'objectif de ces travaux sur la résilience, qu'est-ce qu'on veut voir? La méthodologie générale qu'on a suivie, une partie sur le microclimat que vous présentera Erwan, une partie sur la résilience aux canicules des bâtiments, un focus sur une étude de cas, et puis des petites conclusions, et le témoignage de Robin, transfuge, qui est passé donc, du lab, qui a travaillé avec nous à l'École des Mines, et aujourd'hui qui travaille à Vinci Énergie. Alors, d'abord, l'objectif des travaux. Donc, l'idée, c'est de regarder principalement l'impact des canicules sur les bâtiments. Donc, on a bien vu tout à l'heure que le climat, ça allait concerner bien d'autres enjeux, mais il y a cette question des vagues de chaleur qui est importante. Et donc, il y a l'idée de regarder quel est l'intérêt des actions, les différentes actions qu'on peut faire sur le bâti lui-même, et puis l'intérêt de ce qu'on peut faire autour du bâtiment, notamment les aspects de végétalisation. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur le phénomène d'îlot de chaleur urbain? Et puis, la végétalisation, c'est aussi des impacts. Donc, comment on fait un bilan global des aspects positifs et des aspects de consommation d'eau, etc., sur la végétation. Tout ça dans un objectif d'aide à la conception pour vraiment avoir une vision globale de comment on peut traiter ces problématiques de canicule, à la fois par le bâti, par la végétalisation et en ayant une vision d'ensemble des différents impacts, notamment sur la santé. Alors, la méthodologie qu'on a suivie, ça commence par le calcul de la température extérieure, avec différentes possibilités de végétalisation autour du bâtiment qui vont influencer cette température extérieure. Et donc ça, c'est le modèle que vous présentera Erwan, un modèle de microclimat qui a été développé. Ensuite, on utilise cette température extérieure comme entrée des modèles de simulation thermique dynamique qui nous permettent de calculer la température à l'intérieur des bâtiments. Donc ça nous permet de regarder des problématiques de consommation d'énergie, mais aussi de confort. Dans une troisième étape, on transforme ces notions de confort et de surchauffe à l'intérieur des bâtiments pour regarder quels vont être leurs effets sur la santé, donc avec une sorte de régression sur les années de la canicule de 2003, pour évaluer des dommages à la santé qui sont compatibles avec les évaluations environnementales en analyse de cycle de vie, qui, elles, évaluent ces dommages sur la santé, donc avec un modèle qui a été développé par Robin, et dont il vous parlera, et qui permet de lier ces surchauffes et les dommages à la santé. Pour terminer par une évaluation globale en cycle de vie sur les dommages à la santé qui ne tiennent compte du coup des surchauffes dans les bâtiments, mais aussi des impacts qui ont été nécessaires pour la production d'énergie, pour la production des matériaux ou pour la consommation d'eau pour la végétation. Et je passe la parole à Erwan pour le microclimat. Alors, comme vous a expliqué Charlotte, la première chose qu'on a cherché à faire, c'est d'abord d'expliquer le microclimat à l'intérieur d'un quartier. Alors, en fait, avant de rentrer dans le détail, ce travail, il a été collaboratif avec l'École des Mines et avec des collègues en interne à AgroParisTech. Patrick Stella, très timide, n'a pas voulu nous rejoindre. C'est pas grave, il pourra répondre à certaines de vos questions si vous en avez, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a eu également un travail de thèse qui a permis de mener ce travail-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire en tant qu'expert microclimat? C'est avec des conditions météorologiques extérieures, le climat que vous voyez sur Météo France, le climat Météo France, ce n'est pas forcément le climat qu'on vit quand on traverse une rue dans Paris ou dans un quelconque quartier. Donc, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui permet de connaître en fonction du quartier, donc la hauteur des bâtiments dans le quartier, la largeur des rues, la présence des arbres ou pas des arbres, la présence ou non d'une végétation qu'on peut mettre sur le bâti. Donc là, vous le voyez, quand c'est en vert, c'est de la végétation, quand c'est en bleu, c'est du bâti. On sait décrire un quartier avec sa végétation, avec ses murs.
ou son bitume au sol. Donc avec ça, on sait décrire, alors je crois que c'est la diapo d'après, le gros bouton vert, on sait décrire ce qui est écrit dans les bulles. Le modèle de quartier permet de décrire l'énergie dans le quartier, donc la température, l'humidité dans le quartier, et également les éléments relatifs à la pollution de l'air. Les polluants qui sont les plus affectants la santé humaine, c'est l'ozone et les particules. Il y en a d'autres qui ont été mentionnés par Valérie Masson-Delmotte, les COF par exemple, et il y a plein d'autres choses. Pour l'instant, on sait faire des choses relatives à l'ozone et on est en train de travailler sur les particules à l'intérieur d'un quartier. Alors, évidemment, je ne vais pas vous décrire ce schéma-là, fait de notre science à nous, avec plein d'équations dans tous les sens, et vous voyez les petits... J'ai dit les petits zigouigouis, là, voilà. C'est des sortes de résistances électriques. Évidemment, il n'y a pas d'électricité dans un quartier, mais on sait décrire le microclimat avec nos fameux zigouigouis qui sont des équations. Sauf que ce que j'ai entouré en rouge, c'est les températures à l'intérieur du canyon, donc à l'intérieur du quartier, et la température si on est sous les arbres. C'est les deux bulles rouges. Donc le modèle permet de connaître à partir de la météo, donc ce que donne Météo France et tous les autres services qu'on peut interroger, à partir des données météo extérieures, on connaît la température et l'humidité à l'intérieur du quartier ou sous les arbres. On sait faire les deux. Et également, la bulle tout en bas à droite, violette, avec un modèle comme ça qui sait décrire le fonctionnement d'une végétation dans un microclimat donné, eh bien évidemment, un arbre, ça ne vit pas d'air et d'eau fraîche. Alors plutôt si. Ça a besoin d'un climat donné, et puis pour que ça vive bien, on sait quelle quantité d'eau il y a besoin pour que la végétation vive en conditions sans stress. Donc le modèle est capable de dire comment la végétation vit avec les conditions hydriques sous lesquelles la végétation vit. Donc elle peut être avec beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau, et puis évidemment, si on ne veut pas que la plante stresse, eh ben, il faut lui apporter de l'eau. Donc on peut quantifier ces éléments de besoin en eau de la végétation qu'on a implantée en ville. Alors je crois que c'est ma collègue qui va reprendre la parole. Voilà, c'est mouvant, on change tout le temps de présentateur. Et donc, pour la partie résilience des bâtiments aux canicules, on a regardé un grand nombre de bâtiments. Donc il y avait des bureaux, des logements collectifs, des maisons anciennes, des maisons récentes, pour voir un petit peu le fonctionnement de tous ces types de bâtiments en régime de canicule. Et alors, vous voyez sur ce diagramme les types de données qu'on a utilisées donc de Météo France. Donc vous voyez la durée des vagues de chaleur qui est en abscisse et puis la température maximale qui est en ordonnée. Et vous voyez différents horizons temporels de climat. Donc effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La canicule de 2003, c'est bien pour évaluer les surchauffes. Mais d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire quand nos bâtiments seront encore debout, c'est pas tout à fait ça à quoi on va être confronté. C'est des canicules un petit peu plus intenses. Et donc, c'est important de regarder ça aussi, c'est-à-dire de regarder des vagues de chaleur qui vont être au mi-temps du siècle ou à la fin du siècle pour anticiper les situations, les conditions dans lesquelles pourront être nos bâtiments et les conditions auxquelles ils vont devoir s'adapter. Donc, quand on regarde la résilience des bâtiments aux canicules, on va regarder le confort, on va regarder les températures, et puis on va calculer des degrés-heures d'inconfort. Alors, c'est un modèle qui correspond bien à ce qui est fait dans la réglementation et qui tient compte du confort adaptatif, c'est-à-dire que la limite de confort va évoluer en fonction de la température extérieure. Plus il fait chaud dehors, plus on supporte une température chaude à l'intérieur. Et donc ça, c'est des résultats qu'on a eus sur cet ensemble de bâtiments que je vais tout à fait résumer, parce qu'il y a une étude très complète sur de nombreux bâtiments. Vous voyez la limite de confort, donc vous voyez des degrés-heures d'inconfort en fait en ordonnée sur un certain nombre de situations. Et la limite rouge, c'est la limite qui est posée par la réglementation aujourd'hui, 350 degrés-heures en confort adaptatif. Donc, ce qu'on a pu voir sur l'échantillon des bâtiments qu'on a regardé, c'est l'importance de l'isolation. Alors encore plus si elle est à l'extérieur, mais dans tous les cas, l'importance de la performance de l'enveloppe avec l'isolation et le changement des fenêtres. Où vous voyez les petites barres, quand c'est bleu,
orange et vert, c'est simple, double et triple vitrage. Vous voyez que ce n'est pas forcément dans tous les cas que le vitrage est très important, mais il y a beaucoup de situations où le vitrage va jouer un rôle important pour faire face aux canicules. Pareil sur l'isolation, donc plus vous allez vers la droite des petits diagrammes, et plus on augmente l'épaisseur d'isolant. Voilà. Donc généralement, la performance de l'enveloppe, elle est très favorable à la résilience aux canicules. On a vu aussi l'importance du comportement. La surventilation nocturne, en particulier quand il y a des logements traversants, permet vraiment de se protéger des vagues de chaleur. Encore faut-il penser à ouvrir ses fenêtres et encore faut-il pouvoir le faire pour des questions de sécurité ou de bruit, etc. Donc on parle de comportement, mais c'est vrai que c'est du comportement, mais c'est de la conception aussi. Il faut donner la capacité aux gens de pouvoir faire la surventilation nocturne. Et puis les protections solaires, bon, pareil, hein, c'est du comportement. Il faut penser à fermer ses volets. Ça a vraiment une influence très forte sur la capacité du bâtiment à résister aux canicules. Mais il faut encore avoir des volets. Voilà. Ce n'est pas le cas, notamment dans tous les bâtiments parisiens. Voilà. Et puis un dernier renseignement, si vous regardez le diagramme qui s'appelle extrême, qui est en bas à gauche, si on a une vague de chaleur extrême à la fin du siècle, là on ne sait pas trop comment garantir le confort. Il va nous falloir effectivement des systèmes actifs de rafraîchissement. Donc l'urgence aujourd'hui, il y a vraiment cette question d'assurer la performance de l'enveloppe, de reculer au maximum la venue de la climatisation qui peut-être probablement dans certains cas on ne pourra pas forcément s'en passer. Alors on va regarder une étude de cas un peu plus spécifique sur un HLM où du coup on a couplé l'ensemble des modèles pour quantifier l'intérêt de la végétation à l'échelle du quartier et avoir une étude en cycle de vie pour regarder de manière globale les effets, notamment sur la santé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pris les données Météo France projetées dans plusieurs situations. Et évidemment, la projection de mai, tout à gauche du graphique jusqu'à septembre, c'est des projections, une imagination du climat que donnerait Météo France sur le quartier en question. Évidemment, nous on s'est dit on va prendre le pire. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le quartier en prenant la situation la pire. Ça c'est la donnée, le climat qu'il va y avoir sur le quartier en question. Et on a fait comme il y avait une rénovation du quartier, on a fait une scénarisation d'un quartier sans végétation, à moitié végétalisé ou 100% végétalisé comme vous le voyez sur la figure. Donc avec cette scénarisation, on peut avoir une idée, parce que nous on sait calculer le climat, donc température, humidité surtout, le climat qu'il va y avoir à l'intérieur du quartier, compte tenu du climat qui est en train de passer sur le quartier. Et on voit, avec notre modélisation, que pour une période où il y avait des températures très élevées sur le quartier en question, donc le quartier, il devait faire sur la vague des quelques jours, de la dizaine de jours, il faisait près de 45 degrés à l'extérieur, grâce à la végétalisation, en comparaison d'un scénario sans végétalisation pour cette fameuse rénovation, on réussit en pleine journée à faire baisser de 2 degrés la température à l'intérieur du quartier parce qu'on a mis de la végétation. Sans végétation, c'est 2 degrés de plus. Alors peut-être je vais dire le résultat, parce que la diapo, après, ça va être à nouveau moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a gagné 2 degrés de température à l'extérieur, mais le modèle que mes collègues ont réussi à mettre en œuvre sur la température qu'il va y avoir à l'intérieur du bâti, c'est un gain ou une baisse de température à l'intérieur du bâti grâce à cette température extérieure rafraîchie de 0,7 degrés. Parce que la diapo d'après, c'est à nouveau moi. Donc on a réussi à coupler les modèles, un modèle micro-météo et un modèle de bâti. Alors évidemment, on peut faire ça pas que sur 15 jours. En fait, on a évalué les gains de température sur l'ensemble d'une année. Donc si vous regardez le graphique, c'est un graphique qui présente l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, en comparaison de 3 scénarios. Alors il y a un scénario sans changement de végétation par rapport à la situation actuelle. Le scénario en orange qui montre que si on enlève la végétation actuelle dans la phase de rénovation, on réchauffe
de manière non négligeable. Donc c'est l'ordre de presque, on réchauffe de 1 à 2 degrés la température en plein été. Par contre, si on végétalise à 100%, on gagne presque 1 degré sur les périodes estivales. Il est peut-être pas si facile à comprendre, mais en gros, plus on végétalise et plus on refroidit, et moins on végétalise et plus on réchauffe. C'est assez simple à comprendre. Alors ne regardez pas les pics qui vont en haut, c'est des aberrations du modèle, mais le plus important étant la période printemps-été qui est la plus importante. Par contre, également, ce qu'on peut faire, parce qu'on sait modéliser le microclimat, mais également le fonctionnement de la plante, c'est évidemment une plante, ça vit avec de l'eau dans le sol. S'il n'y a pas d'eau, ma collègue Valérie Masson-Delmotte disait, s'il n'y a pas d'eau, la plante, elle sert beaucoup moins. Elle sert quand même à faire un peu d'ombre. Donc on a fait, pour que la plante vive, permette de faire de l'ombre, mais en plus transpire et fonctionne bien, nos fameux arbres, vous avez des traits noirs qui expliquent la quantité d'eau nécessaire pour faire vivre notre végétation, notre quartier 100% végétalisé, pour que la plante vive et ait tout son effet positif. Et ombre et transpiration pour rafraîchir. Alors là, d'un coup, avec une végétalisation à 100%, des arbres qui étaient assez grands, je ne sais plus quelle taille, il faut irriguer à hauteur d'environ, dans la scénarisation qu'on a faite, le quartier en question, 640 mm. Et si vous avez 2 chiffres qui sont marqués, il faut irriguer 6 fois, si je ne me trompe pas, peut-être 7 fois même d'ailleurs, je vais dû me tromper sur le chiffre, c'est plutôt 7. Et il faut irriguer presque autant qu'il pleut dans l'année. La pluie en région parisienne, c'est autour de 600 mm par an, et bien là, il faut apporter en plus des précipitations, 600 mm dans la... Alors c'est une situation un petit peu, c'est-à-dire on va se mettre à irriguer plus les arbres en ville pour qu'ils fonctionnent bien, avec une couverture végétale de 100%, plus que du maïs, ce qui est largement plus que du blé. Donc c'est bien ça, une plante, ça a plus des effets très positifs, sous condition qu'elle vive bien. Bon, c'est ce qui est dit ici. Les précipitations annuelles, c'est de l'ordre de 600 mm en région parisienne, c'est un tout petit peu plus. Il faut essayer d'éviter les stress de végétation, en particulier au moment de l'implantation. Et dans la configuration qu'on a étudiée, il aurait fallu arroser jusqu'à hauteur de 640 mm dans la projection qu'on a faite. Dans des situations avec une moindre végétalisation, des arbres un peu plus petits, et sur un autre quartier, on a réussi à avoir une irrigation un peu plus faible. L'ordre de grandeur, il fallait quand même apporter de l'eau, mais l'ordre de grandeur était de 70 mm à 210 mm. Évidemment, ça dépend de la plante et de la configuration de végétation qu'on met. Mais le modèle permet de calculer ça. Bonjour. Donc, à présent qu'on a vu des solutions comme la végétalisation des quartiers pour améliorer le confort d'été et donc la santé des usagers, on va parler, je vais vous expliquer sur quoi personnellement j'ai travaillé quand j'étais à l'école des mines en tant que chercheur. Donc en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse de cycle de vie sur un bâtiment, il existe ce qu'on appelle les DALI, des années de vie en bonne santé perdues, qui est l'impact sur la santé de ces différents indicateurs environnementaux. Et en fait, les DALI classiques qui existent aujourd'hui dans une ACV, ce sont des impacts plutôt planétaires qui vont tenir compte des impacts sur la santé dus à l'extraction d'un matériau, la construction du bâtiment, son utilisation sur son cycle de vie, etc. Et donc, on a voulu faire un lien avec la température à l'intérieur d'un bâtiment et utiliser justement les degrés heures, le nouvel indicateur de la RE 2020 dans le neuf. Et donc, pour ce faire, on est parti des données de la canicule française de 2003, des 8 archétypes de bâtiments pour bien représenter le parc français que Charlotte vous a présenté précédemment. Et donc, on a établi un lien entre la température intérieure et les degrés, donc qui était déjà établi de par les simulations thermiques dynamiques. Donc, on a réalisé de nombreuses simulations thermiques dynamiques pour calculer les degrés sur les 8 archétypes qui vous ont été présentés. Et ensuite, on a multiplié, si vous voulez, ces degrés par la surface de l'ensemble de ces bâtiments sur le parc français métropolitain. Et en parallèle de ça, en utilisant des données issues de l'ADEME, de l'INSEE, des données statistiques, j'avais pu calculer les DALI associés à la canicule française de 2003
puisque pour rappel, en 2003, il y avait environ 15 000 excédents de décès associés à cette canicule. Donc en fait, pour calculer ces DALI, c'est assez simple, c'est une différence entre l'âge d'espérance de vie qui était fixé à 78 ans et l'âge effectif réel de décès des personnes âgées, donc notamment entre 50 et 77 ans. Donc c'est compter toutes les années de ces personnes-là qui sont victimes de la canicule, se dire bon, elles sont mortes plus tôt que ce qu'elles auraient pu vivre. Et ensuite, en fait, on a simplement calculé un ratio où on a divisé ces DALI par la multiplication des mètres carrés et des degrés associés à l'ensemble de ces bâtiments français. Donc ce ratio, il est utile. Pourquoi? Parce que dans quelque chose de plus opérationnel et de concret, si demain on a un bâtiment qui est déjà modélisé, on fait une simulation thermique dynamique, donc on connaît consommation du bâtiment, on tient compte de tous les scénarios de l'occupation, de l'usage, des systèmes, etc. Ensuite, on veut aller plus loin, regarder les impacts environnementaux avec une analyse de cycle de vie, donc le CO2 avec le climat, on peut regarder l'eau, la biodiversité, et on peut aussi avoir un focus sur la santé et aussi sur la santé des usagers à l'intérieur d'un bâtiment. Donc si on passe à la suivante, une application par exemple concrète qu'on peut faire ici sur cette étude de cas avec le HLM, où on va essayer de rechercher un optimum global sur la santé. Donc on s'est posé de nombreuses questions à travers toutes ces simulations qui ont été réalisées. Quel va être l'intérêt de l'isolation du bâtiment, de la climatisation, avec vraiment une vision globale sur les différents impacts environnementaux. Mais ici, avec ce graphique, on fait un focus vraiment sur la santé avec les DALI. Donc en fait, qu'est-ce qui varie ici en abscisse? C'est l'épaisseur d'isolant d'un bâtiment qui est soumis à une hypothèse d'une ventilation assez importante, plutôt traversante, 10 volumes par heure, notamment la nuit avec l'ouverture des fenêtres. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure avec les autres graphiques, à mesure qu'on va isoler le bâtiment, on va avoir une diminution des DALI, parce qu'en fait, ça montre derrière qu'il y a une diminution des degrés et donc une amélioration du confort d'été et de la santé. Et puis, ce qui est intéressant de constater, c'est aussi quand on regarde vers 50 et 100 cm d'isolant, on a une augmentation en gris de l'impact DALI, donc sur la santé, associé à l'isolant. Tout ça, c'est pour rappeler que ça ne sert à rien de trop isoler. On va rajouter des impacts qui ne vont pas ici être bénéfiques. Et par contre, si on prend les 3 derniers bâtons, où on prend le bâtiment et on le climatise, on voit que là, évidemment, on a une diminution des DALI, puisqu'on va éviter à des gens de mourir à cause de la canicule, et ce, malgré la hausse causée par le petit rectangle bleu d'impact causé par la climatisation, qui là ne sont pas des DALI locales, mais plutôt des DALI planétaires, puisque, il faut le rappeler, une climatisation, ça va avoir des impacts avec des effets rebonds au niveau planétaire sur la santé. Et enfin, si on rajoute un module photovoltaïque avec le dernier bâton, là, on fait l'autoconsommation, donc on va éliminer la consommation d'énergie de la clim et donc l'impact sur l'utilisation, et on va rajouter cependant, à cause des matériaux, par exemple, un petit impact en verre. Donc voilà, c'est un peu ce genre de questions qu'on se pose, et ici c'est juste un focus sur la santé, mais évidemment ça peut être intéressant de regarder le CO2 et d'autres indicateurs. Donc toujours sur ce bâtiment HLM, cette fois-ci isolé avec 20 cm et un bon débit de renouvellement d'air. Si on fait un focus justement à nouveau sur la santé, on compare les 3 modèles de végétation, donc en intégrant les modèles de microclimat de AgroParisTech. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, à mesure qu'on va végétaliser, donc on va vers la droite, on a une diminution des DALI, donc une amélioration de la santé, et notamment avec les DALI surchauffe qui sont ici représentés en orange. Et c'est aussi intéressant de constater qu'en termes d'ordre de grandeur, par rapport aux DALI ACV classiques, qui sont plutôt planétaires, on est au même ordre de grandeur. Et donc, malgré une consommation d'eau qui va être un peu plus importante due à la végétation, on va avoir un impact sur la santé amélioré. Si on devait choisir 5 indicateurs en ACV les plus importants, on pourrait sélectionner le climat, l'énergie, l'eau, la biodiversité et la santé totale. Donc là, qui intègre à la fois les DALI surchauffe et les DALI d'ACV classiques. Et cette fois-ci, avec ce diagramme radar, on peut comparer à nouveau l'intérêt de la végétation, où on voit bien que en vert, 100% de végétation, on a un impact sur les DALI qui est plus faible, donc un meilleur impact sur la santé grâce à la végétation, et malgré une légère hausse sur le climat, l'énergie, l'eau et la biodiversité. Donc malgré des besoins de chauffage qui vont être légèrement plus élevés avec de la végétation, notamment à cause de l'ombrage qui va être causé par les arbres, en fait on s'y retrouve sur la santé des occupants.
Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre avec le CO2, donc à gauche, on a un bâtiment qui est rénové et à droite, ce HLM qui n'était pas rénové. Bah en fait, ça, c'est quelque chose aussi que je constate au quotidien dans mon métier chez Vinci, où on va faire des travaux. Malgré le faible ajout d'impact CO2 ici causé par la rénovation avec le rectangle gris, bah en fait, comme on va diminuer de façon forte sur le cycle de vie et l'utilisation du bâtiment, les besoins en chauffage, bah au final, sur le cycle de vie du bâtiment, on va s'y retrouver puisqu'on va réduire fortement ici par 2,5 l'impact carbone du bâtiment qui est rénové. Ensuite, si on regarde un autre diagramme radar sur la droite, cette fois-ci, on a rajouté 3 autres indicateurs que sont les déchets radioactifs, les déchets classiques et puis les ressources. Bah là, c'est pareil, on voit bien qu'après rénovation, c'est assez flagrant. On a sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment une diminution assez importante des émissions de CO2, de la consommation d'énergie, pour une consommation en eau qui est à peu près équivalente, en tout cas qui est négligeable là sur le graphique, un impact amélioré sur la biodiversité, sur la santé, etc. Et le tableau à gauche permet juste de rappeler que avant rénovation, on était à 61 kWh par mètre carré de chauffage. Après travaux, on est passé à 15, donc on a une diminution forte de par l'isolation du bâtiment. Et ensuite, l'augmentation des besoins de chauffage causés par la végétation est négligeable. On passe de 15,2 par exemple à 16,6. Donc ça vaut le coup d'isoler le bâtiment, de le ventiler et de le végétaliser. Voilà, alors c'est presque le dernier slide de conclusion et perspective. Donc on a vu que voilà, l'isolation du bâti, elle est vraiment efficace pour l'adaptation et l'atténuation. Donc c'est une stratégie qui est vraiment urgente de mettre en place. Et on a vu l'intérêt de la végétalisation sur le confort et la santé. On a un tout petit peu plus de consommation d'eau et de chauffage dans le cas de la végétalisation, mais on a finalement assez peu de transfert d'impact et un impact positif. Et cette proposition qu'on fait sur les DALI, l'intégration des DALI sur chauffe, ça nous permet vraiment une optimisation globale du projet qui tient compte des différents facteurs. Alors bien sûr, notamment le modèle sur la santé, c'est un premier modèle qu'on a fait. Ça demanderait à être affiné et on espère progresser, notamment avec les épidémiologistes, sur ces problématiques et regarder plus les problématiques d'incertitude qui sont nombreuses, voilà, notamment la modélisation du parc de 2003. Bon, il y a plein d'incertitudes derrière ces modèles. Les perspectives, vous avez l'intérêt de la végétalisation sur la qualité de l'air extérieur. Erwan en a parlé un petit peu. Et donc ça c'est des travaux en cours et qui pourront être ensuite mis en lien avec la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc continuer ces travaux collaboratifs là-dessus. Il y a aussi des actions dans la chaire sur la gestion de l'eau urbaine et Valérie nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'eau, c'est aussi une question qui va être importante sur plusieurs dimensions par rapport au climat. Et finalement, les aspects végétation et santé dont va vous parler un petit peu Erwan, très très rapidement. Je demandais au chef d'orchestre si je pouvais passer les 4 diapos. Je crois qu'il y a 4 diapos. Non, la santé humaine. En fait, il y avait un collègue épidémiologiste qui parle beaucoup de la santé physique, mais dans la santé, il y a 3 santé selon l'OMS. Il y a la santé physique, il y a la santé mentale et il y a la santé sociale. Donc les santé sociale et santé mentale, c'est des choses à laquelle on s'intéresse moins habituellement. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'éléments positifs quand il y a de la végétation vis-à-vis de la santé physique. Mais il peut y avoir quelques éléments négatifs. Par exemple, tout ce qui est allergie, moustique, etc. Si on va parler avec un expert des maladies, il va dire la végétation, c'est moyen. Les villes, si elles ont tout bitumé, c'est parce qu'ils cherchaient à ce qu'il y ait moins d'animaux, moins de rats, moins de bestioles volantes, etc. Donc, il y a des éléments négatifs en lien avec la santé physique. Je passe les détails, on peut passer à la suivante. Et évidemment, sur la santé physique, quand on met de la végétation, on refroidit de quelques degrés. Et quelques degrés, je ne sais pas si vous avez vu les diagrammes, à chaque fois, ça joue à quelques-uns. Donc 2 degrés de moins. Quand il fait 38, il fait trop chaud pour nous. On s'est très mal thermoréguler quand on dépasse 37 degrés. Donc passer de 40 à 38, 37, 38, c'est un gain non négligeable sur la santé physique, ces fameux 2 degrés. Donc voilà, ça a un effet direct sur la santé physique de végétaliser, mais il faut voir qu'il peut y avoir des inconvénients, il y a des éléments pas tout le temps, pas absolument tout le temps positifs. Par contre, sur la santé sociale et la santé
mentale, les éléments sont presque tout le temps positifs. Donc, il y a eu une petite étude qui a été faite qui recense les éléments sur lesquels tous les scientifiques s'accordent, sur les éléments positifs ou les éléments incertains sur la santé mentale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la santé sociale, tous les éléments sont positifs quand on met de la végétation en ville. Ça permet d'augmenter les liens entre les personnes. C'est bizarre à dire, mais les études le disent. Et également pareil, sur la santé mentale, les éléments sont presque toujours positifs. Il y a des petites distinctions si c'est la santé mentale, si on caractérise cette santé mentale en termes de stress, en termes de dépression, en termes d'exposition, de consensus sur les liens avec le baisse de cortisol. Donc il y a des éléments, soit c'est positif, soit c'est incertain. Les éléments les plus incertains sont liés au fait que parfois il y a des facteurs confondants. Quand on dit des facteurs confondants, c'est par exemple sur la dépression et sur les stress, quand il y a de la végétation pas loin, en fait, on va plus facilement courir ou aller marcher pour se détendre. Donc en fait, ça apporte un élément positif sur la santé mentale, mais c'est peut-être lié au fait qu'on va marcher. C'est pas lié directement au fait d'avoir vu avec nos yeux et senti la végétation. Donc il y a des éléments sur lesquels il n'y a pas de consensus, mais globalement, sur les deux éléments de la santé à laquelle on ne pense pas souvent, mental et social, j'ai rien vu qui était négatif. Voilà. Et pour ma part, je vais juste terminer avec deux slides, puisque en fait, j'ai un profil un peu particulier, parce qu'en fait, je suis ancien chercheur du lab avec l'école des mines et le CES que j'ai eu l'occasion d'intégrer en 2021. J'avais réalisé un stage de 6 mois et un CDD d'ingénieur de recherche de 16 mois. Donc après avoir fait une licence mécanique et un master d'énergétique et environnement à la faculté des sciences à Sorbonne Université. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Vinci Énergie et l'entreprise Osaïc en avril 2023. Et actuellement, je suis ingénieur en efficacité énergétique dans l'entreprise Performance et Partenariat, qui est une entreprise du même périmètre et qui a fusionné avec Osaïc. Et par rapport à mon parcours de recherche au sein du lab, donc effectivement, j'ai travaillé sur le projet Résilience qui vient d'être présenté, donc sur toutes les problématiques de confort d'été, de STD, de canicule, de végétalisation, d'analyse de cycle de vie et de la santé. Et puis j'ai contribué à la rédaction d'articles de recherche. Et un retour d'expérience actuellement suite à mon travail chez Vinci Énergie, je vais vous parler du confort d'été dans les marchés publics avec les CPE, les contrats de performance énergétique, les MGPE, les MGP et les PPP. Alors un MGPE, c'est quoi? C'est un marché global de performance énergétique. Donc c'est un marché où on va surtout viser des économies d'énergie, c'est un peu la priorité. Si je devais les mettre dans l'ordre, je dirais c'est d'abord l'énergie, le carbone, le confort d'été, la qualité de l'air. Selon mon point de vue personnel, je dirais que c'est plutôt en 3e position dans les exigences du client. Et puis parfois, il y a des demandes et des besoins sur l'eau et la biodiversité. Par exemple, une demande du client sur le confort d'été, ça va être le maintien d'une température à 26 degrés dans des salles d'examen scolaires. Ensuite, on a des MGP, des marchés globaux de performance, donc avec un exemple de réhabilitation lourde, là où il y a des budgets un peu plus importants dans ces marchés-là. Et là, le confort d'été va être un sujet un peu plus important pour le client. Par exemple, il va nous être demandé d'utiliser un fichier de STD climatique avec justement les fameux RCP 4.5 Horizon 2050 pour établir la base des hypothèses sur la garantie de la performance énergétique. Il y aura également des usages de climatisation, de groupe froid, etc. Et puis si on prend les PPP, les concessions, c'est un peu pareil. Donc des projets avec de l'exploitation long terme. Là aussi, c'est un enjeu important pour le client avec de nombreux indicateurs et des labels qui peuvent être demandés, comme le label HQE, BRIM, et aussi tous les indicateurs de confort d'été qui existent aujourd'hui, comme le PMV, le PPD, l'utilisation de diagrammes de Givoni pour tenir compte de l'humidité, du confort adaptatif, et je l'espère, et j'imagine que ça viendra aussi, les degrés heure, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt dans le neuf avec la RE 2020. Et là, pareil aussi, l'utilisation du RCP 8.5. Et sinon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de confort d'été avec les clients, on en parle, le demande, ça se voit, mais c'est vrai que le mot santé ne figure pas forcément dans un dossier, et j'espère que ce sera un vrai sujet de demain. Ce sera sûrement le cas après cet événement d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors ça nous tenait à cœur de vous montrer ces travaux de recherche parce que c'est vraiment, comme je disais, une synergie entre les écoles. Et ça nous tenait aussi à cœur de mettre en lumière le parcours de Robin parce que c'est aussi une façon de recruter pour les entreprises de Vinci maintenant, de travailler sur le recrutement par la recherche. Donc ça peut être
un ingénieur de recherche qui est passé par le lab recherche environnement comme Robin, ça peut être un doctorant CIFRE. Bref, il y a plein de formats comme ça sur lesquels on peut s'appuyer pour recruter. Merci à tous les trois.